Hannibal est l'une des grandes figures de l'Antiquité. Il a marqué l'histoire avec une prouesse militaire restée unique dans les annales. Vive Carthage! Il a franchi les Alpes avec une armée gigantesque et ses éléphants de guerre. Un mystère demeure. Quel itinéraire a-t-il emprunté? Par quel col est-il passé? Une campagne scientifique récente relance le débat. Le Carthaginois a-t-il choisi un passage plus difficile qu'on ne le pensait? Une enquête scientifique de terrain permettra peut-être de résoudre cette énigme vieille de 2 millénaires. Les Alpes italiennes cachent un secret. C'est ce qui a attiré Bill Mahany sur ces hauteurs. Il a réuni une équipe transdisciplinaire pour tenter de découvrir où Hannibal a franchi les Alpes. Ce Canadien n'est pas archéologue mais géomorphologue. Il étudie les processus qui façonnent les reliefs. Je me suis intéressé à cet exploit d'Hannibal quand des historiens m'ont dit qu'ils aimeraient trouver l'itinéraire qu'il a emprunté. Mon rôle, c'est d'identifier le parcours le plus plausible, et là, on pourra lancer des fouilles archéologiques. On trouvera peut-être des objets qui nous renseigneront sur la culture carthaginoise. Depuis 15 ans, Bill Mahany se rend régulièrement dans les Alpes. Il voudrait sortir le mythe d'Hannibal des brumes de l'histoire. Des sources antiques décrivent la route suivie par les Carthaginois, sans toutefois révéler le nom des cols franchis. De plus, ces récits ne sont pas le fait de témoins oculaires. Il s'agit de récits de deuxième ou de troisième main, qui n'ont pas été écrits par des contemporains d'Hannibal. Les meilleures sources dont nous disposons sont les écrits de Polybe, qui est de la génération suivante, et de Tite-Live, qui a vécu encore plus tard. C'est un peu comme si on voulait reconstituer les conquêtes napoléoniennes aujourd'hui, pratiquement sans témoignage. Ce sont quasiment les seules sources dont nous disposons. Mais nous devons garder un œil critique et prendre avec prudence ce qu'elles nous disent. 3 itinéraires sont envisageables. Le plus méridional emprunte le col de la Traversette. Jusqu'à présent, il reste une option marginale. Nombre de scientifiques penchent pour le col Clapier. Il semble plus conforme à la description des historiens de l'Antiquité. L'équipe de Bill Mahany a choisi une approche originale. Elle tente de détecter l'empreinte biochimique de l'armée d'Hannibal. Les bactéries présentes dans les échantillons de sol pourraient indiquer le chemin suivi par les troupes. Super. On distingue parfaitement les différentes couches. L'enjeu est de trouver ce que les sources antiques ont passé sous silence. Mais pour cela, il faut prendre du recul par rapport à ce qu'elles affirment. Une démarche très différente de celle menée jusqu'ici. L'archéologie a très peu investi la question. Le terrain est principalement occupé par les historiens qui ont chacun leur théorie et tentent de l'imposer. Il n'est pas rare qu'ils modifient les distances et qu'ils adaptent la vitesse de déplacement de l'armée d'Hannibal pour rendre leur hypothèse crédible. Moi, je mène une étude purement scientifique. J'utilise les repères de l'environnement pour tenter de localiser l'itinéraire. Jamais dans l'histoire, un commandant n'a mené une armée aussi haut dans la montagne. Et nul homme n'a jamais mis Rome à genoux. Hannibal est un tacticien hors pair. Un stratège qui servira de modèle à des générations de chefs de guerre. Sa destinée est étroitement liée à l'histoire de son peuple, les Carthaginois.
Carthage était autrefois la grande puissance commerciale de la Méditerranée. Pendant des siècles, les descendants des Phéniciens, les Puniques, comme les appellent les Romains, ont dominé les côtes de Méditerranée. Des Phéniciens, ils ont hérité les secrets de fabrication d'une teinture convoitée, la pourpre. Notre alphabet vient lui aussi de Phénicie. Ils possèdent la plus grande flotte de Méditerranée occidentale, et surtout la plus perfectionnée. Carthage est une superpuissance. En 264 avant notre ère, son influence s'étend de la péninsule ibérique jusqu'en Sicile. Mais en Italie, une jeune nation commence à faire parler d'elle, Rome. Cette puissance terrestre se tourne bientôt vers la mer. En Sicile, 17 ans avant la naissance d'Hannibal, une escarmouche déclenche un conflit entre Rome et Carthage. Le père d'Hannibal, Hamilcar Barca, prend le commandement de l'armée carthaginoise. Mais au bout de 23 années de guerre, les Carthaginois doivent se rendre à l'évidence. Rome a l'avantage. Et elle est désormais une puissance navale. Ce qu'on a appelé la première guerre punique se solde par la victoire de Rome, qui prend l'ascendant en Méditerranée occidentale. Cette guerre et ses répercussions vont marquer l'enfance d'Hannibal. Rome est alors une république. Dans les faits, une poignée de grandes familles se partagent le pouvoir, dont celle de Scipion. Son chef, Lucius Cornelius Scipion, s'est couvert de gloire au cours de la première guerre punique. Les Romains signent un traité de paix avec Hamilcar. Carthage doit payer un lourd tribut qui l'amène au bord de la ruine. Et les conditions sont encore durcies par la suite. On dit qu'Hamilcar aurait transmis sa haine des Romains à son fils. Maintenant, pose tes mains dans la coupe. Moi, Hannibal, jure solennellement d'être à tout jamais l'ennemi de Rome. Jure-le devant les dieux. Je jure solennellement de ne jamais... d'être à tout jamais l'ennemi de Rome. Ce serment est passé à la postérité. Mais a-t-il une quelconque réalité historique ? Hamilcar aurait fait jurer son enfant d'être à jamais l'ennemi de Rome. Il s'agit bien sûr d'une pure manœuvre de propagande de la part des Romains. Ils veulent montrer qu'ils n'ont pas voulu la guerre, que les Carthaginois ont tout fait pour qu'elle éclate et qu'ils n'ont fait que se défendre. C'est un exemple magistral de propagande de guerre. Hannibal n'est encore qu'un enfant lorsqu'il part avec son père en Hispanie. Carthage a de longue date établi des comptoirs dans cette région, riche en ressources minières. Après la défaite contre Rome, Hamilcar veut étendre la sphère d'influence carthaginoise dans la péninsule. Il soumet une à une les tribus ibères qui peuplent le sud de l'actuelle Espagne. Les Carthaginois utilisent alors une arme exceptionnelle, les éléphants de guerre. Ce sont les chars d'assaut de l'Antiquité. Leur taille et leur puissance en font de précieux atouts. Il faut imaginer qu'à l'époque, les peuples de Méditerranée occidentale, les Ibères et les Gaulois, n'avaient jamais vu cet animal. Les éléphants créaient donc un effet de surprise, avec un fort impact psychologique sur l'ennemi. Dans le sud de l'Espagne, Hannibal apprend à diriger des éléphants. Il apprend aussi le grec avec son précepteur Sosilos. Ce dernier lui enseigne la mythologie grecque, mais aussi l'art de la guerre. Le récit des batailles d'Alexandre le Grand, surtout, fascine l'enfant. Même les hautes montagnes de l'Hindu-Kush n'ont pu arrêter le conquérant.
Cette éducation va lui permettre de marcher dans les pas de son père et de devenir l'un des plus grands généraux de l'histoire. Toute son enfance se déroule au rythme des batailles et des guerres. Il est investi d'une mission, rendre à Carthage son rang de superpuissance et enrayer l'expansion romaine. Sosilos restera à ses côtés jusqu'à l'âge adulte. Hannibal se serait aussi marié avec Imilce, la fille d'un chef de tribu ibérique. C'est la seule femme dans la vie d'Hannibal dont le nom nous est parvenu. On dit qu'ils auraient eu un fils. C'est du moins ce qu'affirmeront certains auteurs quelques siècles plus tard. Il existe beaucoup d'histoires, de légendes au sujet de la famille, des enfants et de la femme d'Hannibal. Mais ce sont des légendes, des poèmes parfois, très beaux d'ailleurs. Mais il ne s'agit pas de sources historiques. Nous n'avons que très peu d'informations à ce sujet. Sosilos aurait pu nous renseigner, car il a rédigé une biographie de son élève au cours des années passées à ses côtés. Mais cet écrit s'est perdu, à l'exception d'un unique fragment. Il se trouve en Allemagne, à l'université de Würzburg. C'est une trouvaille extraordinaire. Ce précieux document est arrivé d'Égypte vers 1900. Depuis, il est conservé ici, dans une pièce climatisée, protégée par 2 plaques de verre. Des 7 volumes que Sosilos a consacrés à la vie d'Hannibal, il ne reste que ce fragment. On peut donc dire que l'œuvre n'existe plus qu'ici, à Würzburg. Ce document est le seul témoignage direct sur la vie d'Hannibal. L'historien Polybe cite la biographie de Sosilos parmi ses références. Il témoigne de la célébrité du général carthaginois dans toute la Méditerranée. Ce papyrus a été écrit par un familier d'Hannibal, quelqu'un qui lui parlait au quotidien, qui a vécu à ses côtés, qui a été témoin des batailles qu'il a menées. C'est très émouvant. Nous avons ici le passage principal du papyrus, avec les protagonistes. Au milieu de la ligne, on peut voir clairement le nom d'Hannibal, écrit en caractères grecs. On voit le A et les 2 N à l'œil nu. Et on a là les actions d'Hannibal. Dans ce fragment, Sosilos raconte une bataille navale de la Deuxième Guerre punique, mais il ne parle pas de la traversée des Alpes. Les historiens s'interrogent depuis des siècles sur le choix de son itinéraire. Certains ont même employé des méthodes surprenantes pour tenter de trouver une réponse. The elephant chosen by an expedition from Cambridge University to find how Hannibal crossed the Alps. This was the scene as the party left Montmélian in France. En 1959, une expédition britannique se lance sur les traces d'Hannibal. Les archéologues ont emprunté au zoo de Turin un éléphant qui répond au nom de Jumbo. Leur objectif est de montrer qu'Hannibal aurait emprunté le col Clapier. Mais un éboulement les oblige à passer en contrebas. Lorsqu'ils arrivent en Italie 10 jours plus tard, l'équipe et l'éléphant sont accueillis triomphalement. L'image d'animaux géants empruntant d'étroits sentiers de montagne a contribué à façonner le mythe d'Hannibal. Dans un parc à éléphants au nord de l'Allemagne, nous allons découvrir de quoi sont capables ces étonnants pachydermes.
Malgré leur poids de 5, 6 ou 8 tonnes, les éléphants ont un grand sens de l'équilibre. Ils peuvent être extrêmement délicats. Et quand ils le veulent, ils sont capables de grimper des talus. Ils sont aussi très bons nageurs et courent très vite. Et surtout, ils savent faire des mouvements très précis, au millimètre près. Immanuel Birmelin est biologiste. Il étudie les éléphants depuis de nombreuses années et pour lui, leur agilité va de soi. Un éléphant repose sur ses orteils. Il marche sur le bout des doigts, si vous voulez. Entre les doigts, il y a un tissu adipeux. Et donc, quand l'animal marche, son poids est amorti. En fait, les pieds forment un triangle, avec les doigts vers l'avant, et tout le reste, c'est un coussin formé de graisse. Une étude britannique a établi que lorsqu'ils se déplacent rapidement, les mouvements des éléphants ne sont pas très différents de ceux des chevaux. Ils peuvent aussi escalader aisément des pentes abruptes comme celle d'un col alpin. Celui-ci parvient sans problème à gravir cette colline accidentée. Ce ne sont pas les Alpes, mais c'est un début. La plupart des spécialistes pensent que le col de la Traversette était d'un accès trop difficile pour l'armée d'Hannibal. Bill Mahany n'est pas de cet avis, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être critiqué par nombre d'archéologues et d'historiens. Les archéologues ne se montrent pas très coopératifs. Ils suivent plus ou moins les théories des historiens. Ils pensent que le col de la Traversette est trop élevé. Dans les années 1950, un scientifique britannique émet l'idée d'un passage par le col de la Traversette à près de 3000 mètres d'altitude. Pour la plupart de ses confrères, c'est impensable. Mais Bill Mahany pense que cette hypothèse mérite d'être approfondie. J'ai commencé par examiner tous les cols et voies d'approche possibles. En même temps, je me référais aux textes de Tite-Live et surtout de Polybe. Le texte évoque quelque chose comme du permafrost, un sol gelé. Il parle d'une fine pellicule de terre gelée. Et la vue sur le pot est aussi un élément déterminant, parce que le seul col d'où on peut voir le pot, c'est la Traversette. Chris Allen de l'Université de Belfast a rejoint l'équipe en 2011. Il enrichit le spectre des disciplines scientifiques investies dans ce projet avec une expertise a priori inattendue, l'étude des micro-organismes. Je me suis demandé de quelle façon la microbiologie pouvait contribuer à ces recherches. Nous savons que l'armée d'Hannibal comptait un très grand nombre d'animaux. Or, les animaux produisent énormément d'excréments. La matière fécale, ce sont des bactéries, et ces dernières sont encore détectables au bout de 2000 ans. C'est ainsi que je me suis impliqué dans le projet. En 2013, l'équipe scientifique a découvert une zone humide du côté français du col de la Traversette. Il y a 2000 ans, il y avait sans doute ici un lac de montagne. Un lieu de halte idéal pour les troupes d'Hannibal. Je me suis intéressé aux dépressions. Ici, nous sommes dans une zone d'érosion glaciaire. Et quand les glaciers se sont retirés, à la fin de la dernière glaciation, il est resté ce qu'on appelle des glaces mortes. Des dépôts de glace isolés qui creusent le sol et créent des dépressions. Certaines devaient encore être remplies d'eau à l'époque d'Hannibal. On a donc effectué des carottages pour voir si les animaux avaient laissé des traces de leur présence dans les sédiments. Les chercheurs ont donc procédé à des prélèvements dans cette zone humide. Ils sont en quête de bactéries spécifiques qu'on retrouve dans le crottin de cheval. Des bactéries du genre Clostridium. Elles produisent des endospores dont on peut détecter la présence dans le sol pendant des siècles. Si une endospore issue du crottin de cheval a trouvé refuge dans le sol, elle peut y survivre pendant 10 000 ans.
Si Chris Allen trouve des bactéries de ce type vieilles de 2000 ans, cela pourrait signifier que des chevaux sont passés par le col de la Traversette à l'époque d'Hannibal. Et ce serait un élément décisif pour étayer la thèse de Bill Mahany. Nous avons été surpris par la quantité de bactéries. En général, on peut s'attendre à trouver environ 2% de bactéries du genre Clostridium dans le sol. Mais à l'endroit où nous avons prélevé nos échantillons en France, là où Hannibal aurait pu passer, nous avons trouvé 20% de Clostridium. C'est exceptionnel. Plus surprenant encore, on a pu dater la surabondance de ces bactéries, et la période correspond à l'expédition d'Hannibal à travers les Alpes. Si c'est une coïncidence, elle est incroyable. L'hypothèse de la Traversette semble se confirmer. À ce moment-là, Hannibal est encore loin des Alpes. Je jure solennellement et je fais le serment d'être à tout jamais l'ennemi de la République de Rome. À 26 ans seulement, il prend la succession de son père. Hannibal a fait graver les effectifs de son armée sur une colonne à Carthage. Elle aurait compté 90 000 fantassins, 12 000 cavaliers et leurs chevaux, et 37 éléphants de guerre. Le passage de cette formidable armée a dû beaucoup impressionner les tribus gauloises de Méditerranée. À la différence des soldats romains, ceux d'Hannibal sont d'origine très diverses. Ces cavaliers numides, armés de leur seule lance, constituent une force rapide et mobile. Les frondeurs des Baléares, d'une adresse extraordinaire, sont disposés en première ligne. Il y a aussi la cavalerie lourde, des guerriers ibères et gaulois, et les soldats carthaginois lourdement armés. L'un des grands défis d'Hannibal est d'unifier cette armée hétéroclite afin qu'elle puisse vaincre d'abord les tribus ibères, puis Rome. Hannibal est fin psychologue. En tant que commandant, il ne se donne aucun privilège particulier. Et puis, il peut se faire comprendre sans intermédiaire car il parle 4 langues. Le punique, mais aussi le grec, le latin et la langue des ibères. Cette armée a été créée par le père d'Hannibal. Hannibal l'a reprise et entraînée pour en faire une puissance dévouée à sa personne. Les campagnes ibériques l'ont bien préparé aux affrontements à venir avec Rome. Après la première guerre punique, des tensions persistent entre Carthage et Rome. Elles éclatent lorsqu'Hannibal prend la ville de Sagonte. Sagonte est une ville frontière. Étant donné le flou du traité entre Rome et Carthage, chacune peut considérer que la ville se trouve dans sa zone d'influence. Mais en 219 avant notre ère, Hannibal l'assiège et la détruit. La prise de Sagonte est motivée par le fait que les Romains s'immisçaient dans les affaires des Carthaginois dans la péninsule ibérique. Le but de l'opération était de négocier avec Rome le retrait d'Espagne et peut-être aussi de Sicile et de Sardaigne, qui appartenaient auparavant à la sphère d'influence des Carthaginois. Ces derniers pourraient ainsi y reprendre pied. Rome voit d'un mauvais œil la politique d'expansion carthaginoise dans la péninsule ibérique. Publius Cornelius Scipion veut prouver sa valeur. Il vient d'être élu consul et marche dans les pas de son glorieux père.
C'est la plus haute fonction de la République romaine. En tant que tel, il dispose du pouvoir civil et militaire. Les nouvelles qui arrivent d'Hispanie sont inquiétantes. Le fils d'Hamilcar Barca marche vers le nord avec une armée gigantesque. Nul ne semble capable d'arrêter sa progression. Quel est le but d'Hannibal? Il pourrait bien vouloir attaquer Rome. La flotte carthaginoise n'est plus assez puissante pour espérer une victoire navale. Et les troupes romaines protègent la côte. Il ne lui reste qu'une possibilité, franchir les Alpes. En mai 218 avant notre ère, la puissante armée quitte la ville actuelle de Carthagène. Le départ a duré des heures. La tête du convoi était déjà arrivée au point d'étape alors que les derniers n'étaient pas encore partis. C'est donc que la colonne devait s'étendre sur une distance de 25 à 30 km. L'armée d'Hannibal aurait donc été aussi longue que la ville de Munich d'est en ouest. En chemin, Hannibal compte recruter des hommes dans les tribus gauloises. Il a confiance en ses hommes, en particulier ceux qu'il a richement récompensés à la suite de la prise de Sagonte. Mais il sait que le trajet sera éprouvant. Il ne veut pas risquer de voir une partie des troupes se rebeller en chemin. Hannibal fait tout pour renforcer l'unité d'une armée composée à la fois de mercenaires et de Carthaginois. Hannibal était certainement un meneur d'hommes, avec une sorte d'aura qui donnait à ses troupes le sentiment qu'avec lui, ils étaient du bon côté. Même Alexandre le Grand n'y avait pas réussi. Son armée n'avait pas de véritable unité, elle était sans cesse secouée de révolte. Ce n'était pas le cas de celle d'Hannibal. La grande force d'Hannibal, c'est aussi sa préparation logistique. Il envoie régulièrement des éclaireurs à l'avant. Ces missions de reconnaissance permettent de trouver le meilleur itinéraire, de négocier des droits de passage, d'acheter des vivres et de demander la permission d'établir des dépôts. Quand la négociation échoue, Hannibal use de la force. Il n'hésite pas à piller et incendier les zones qu'il traverse. Les tribus amies, comme celle du nord de l'Espagne, ont payé un tribut à Carthage. Elles lui ont fourni des céréales ou du bétail. Une fois les Pyrénées franchies, les Carthaginois ont continué à vivre sur leurs réserves. Les dernières tribus rencontrées avaient sans doute dû donner davantage de nourriture. Ensuite, dans le sud de la France, ils ont surtout cherché le contact avec des tribus assez hostiles à Rome pour accepter de leur fournir des provisions. Nourrir cette armée gigantesque est l'un des grands défis de la traversée des Alpes. Au cours des 10 jours qu'a duré l'expédition britannique, Jumbo a perdu près de 10% de son poids. Nos éléphants ont besoin de 130 à 140 kilos de fourrage par jour. En règle générale, ce sont des animaux qui mangent toute la journée. Mais ils peuvent aussi jeûner. Si la nourriture vient à s'épuiser, je dirais qu'on peut tenir 3 à 4 jours sans trop de problèmes pour l'animal. Mais il risque d'être très grognon. L'expédition d'Hannibal ne dure pas 10 jours, mais près de 6 mois. Il n'a pas un, mais 37 éléphants. À cela s'ajoutent des dizaines de milliers d'hommes, de chevaux et de bêtes de somme qu'il faut également nourrir.
Les éléphants n'assimilent pas bien la nourriture. Un cheval va digérer 70% de l'herbe qu'il mange, et un éléphant seulement 40%. C'est-à-dire qu'un éléphant est condamné à marcher pour se nourrir toute son existence, parce qu'il a besoin de 150 kilos de nourriture par jour. Autre problème, le transport des animaux. À la fin de l'été 218 avant notre ère, l'armée d'Hannibal arrive devant l'un des obstacles majeurs du parcours, le Rhône. C'est un fleuve large, au débit puissant. La tâche semble impossible. Le commandant carthaginois doit faire passer sur l'autre rive des dizaines de milliers d'hommes et de chevaux, sans compter les éléphants. Les éléphants n'ont pas peur de l'eau, ils aiment barboter et savent même nager. Mais ce sont des animaux prudents. Ils testent le courant avant de traverser un cours d'eau. S'il est trop fort, ils ne s'y aventurent pas. Boris Dreyer se trouve sur le Danube. Il veut essayer de comprendre comment Hannibal a pu faire traverser un fleuve aux éléphants. Pour cela, il va se référer aux écrits de Polybe, l'historien de l'Antiquité. On peut traduire un texte à son bureau, convertir les mesures pour en avoir une idée, apprécier le récit. Mais c'est très différent de revivre la chose en vrai. Hannibal disposait uniquement des matériaux qu'il pouvait trouver sur les rives du Rhône. Il aurait fait construire des radeaux pour faire traverser les éléphants. Boris Dreyer va tenter l'expérience sur le Danube avec un poids équivalent à celui d'un éléphant. L'équipe de l'historien est plus réduite que l'armée d'Hannibal, mais elle reste conséquente. Charpentiers de marine, grutiers, secours techniques et brigades fluviales ont été mobilisés. Le radeau va consister en une vingtaine de troncs assemblés. Pour rassurer les éléphants, Hannibal avait fait tapisser ses radeaux de terre et de végétation. Les bêtes avaient ainsi l'impression d'être sur la terre ferme. Nous avons reconstitué un radeau tel que Polybe le décrit, d'une taille équivalente. Pour franchir le Rhône, Hannibal avait fait construire 16 radeaux comme celui-ci. Les éléphants accédaient au radeau via des jetées construites par l'armée. Les animaux dominants passaient en premier pour encourager le reste du troupeau. Pour l'expérience, ce sont des engins de chantier qui vont mettre à l'eau le radeau d'environ 15 tonnes. Va-t-il se maintenir à flot ? Le radeau flotte, mais il est immédiatement entraîné par le courant. Les secours techniques sont là pour l'empêcher d'aller plus loin. À l'époque d'Hannibal, des soldats retenaient l'embarcation depuis la rive au moyen de cordes. Pour simuler le poids d'un éléphant, on entasse des sacs de sable sur le radeau. En tout, 2,5 tonnes. C'est le poids moyen d'un éléphant de forêt d'Afrique. Boris Dreyer ressent immédiatement les effets de ce poids. On a les pieds dans l'eau. Bien entendu, Hannibal ne disposait pas de moteur. L'équipe va donc diriger le radeau au moyen de perches. On avance, non ? Les perches ne suffisent pas à résister au courant. 2 bateaux à rames interviennent donc pour tirer le radeau vers l'autre rive. En vain. La brigade fluviale se tient prête à intervenir. Un luxe dont ne disposait pas Hannibal. Selon les récits des historiens, un grand nombre de ces hommes se seraient noyés dans le Rhône. Le moindre transfert de poids fait tanguer le frêle esquif. Un éléphant apeuré pourrait facilement le faire chavirer.
C'est épuisant. Auf jeden Fall eine sehr anstrengende Sache. Man muss sich auch noch vor Augen halten. Il faut garder à l'esprit qu'Hannibal avait certainement accolé 2 radeaux comme celui-ci pour transporter les éléphants. Die Elefanten eben rüber transportiert hat. Le courant continue d'entraîner le radeau. La manœuvre est pour le moins difficile. Perdu. L'embarcation finit par atteindre la rive opposée à plusieurs centaines de mètres en aval. So, super, klasse. Wir sind am anderen Ufer. Nous sommes arrivés. Nous avons réussi à traverser le fleuve avec le poids d'un éléphant. Cette reconstitution expérimentale est très parlante. L'expérience nous permet de mieux apprécier l'exploit accompli par Hannibal, à savoir organiser une telle traversée sans tronçonneuse, sans bateau à moteur, sans rien. Et avec des éléphants vivants. Il a fallu 7 jours à Hannibal pour faire traverser son armée, avec sans doute de terribles pertes humaines. Nous savons que les 37 éléphants de guerre sont arrivés vivants sur l'autre rive. Mais certains radeaux ont chaviré. Des éléphants sont tombés à l'eau, mais ils ont réussi à traverser à la nage. En revanche, leurs conducteurs qui les accompagnaient et qui sont tombés avec eux sont tous morts. La perte des conducteurs, les seuls à savoir diriger les éléphants, a dû retarder l'armée. Et le plus difficile reste à venir. L'armée d'Hannibal est en route depuis 4 mois. Après avoir franchi le Rhône, elle aurait pu se diriger vers la mer pour longer la côte. Mais des légions romaines sont postées à l'embouchure du fleuve et bloquent l'accès à l'Italie de ce côté. Hannibal remonte alors vers le nord pour passer par les Alpes. Une manœuvre à laquelle les Romains ne s'attendent pas. À Rome, on sait qu'Hannibal marche vers l'Italie. Avec ses troupes, Scipion remonte vers l'actuelle ville de Marseille. L'objectif est d'arrêter Hannibal sur le Rhône. Mais ils arrivent trop tard. Le Carthaginois est déjà loin et il a trop d'avance pour que les troupes romaines puissent le rattraper. Dès lors, Scipion n'a d'autre choix que de repartir vers l'Italie et de l'attendre de l'autre côté des Alpes. À l'automne 218 avant notre ère, Hannibal se trouve dans les contreforts des Alpes. Pour ces soldats, le spectacle doit être saisissant. Ils n'ont jamais vu de si hautes montagnes, hérissées de parois rocheuses et de sommets enneigés. L'épreuve leur paraît certainement insurmontable. Il faut remonter le moral des troupes. Je lis la peur et le doute dans vos yeux. Oui, ce sont de hautes montagnes. Mais vous allez m'obéir, comme vous l'avez fait dans les Pyrénées et sur le Rhône. Et vous n'aurez pas à le regretter. Cette fois encore, j'ai tout prévu. Nous avons des vêtements chauds et des réserves. Et nous avons des alliés pour nous guider. Nous ne pouvons pas échouer. Suivez-moi. Et vive Carthage! Hannibal sait quelles épreuves attendent ses troupes. La traversée doit être préparée au mieux. L'équipement surtout est crucial. Il faut des vêtements et des chaussures en fourrure pour résister au froid mordant. Le barda des soldats de l'Antiquité était extrêmement lourd. J'ai fait le calcul. Selon mes estimations, chacun d'eux devait porter entre 25 et 30 kilos d'équipement de combat.
Le temps joue contre Hannibal. Chaque jour rapproche les Carthaginois des frimas de l'hiver. Aucun discours, si galvanisant soit-il, ne peut les préparer à ce qui les attend. Ils sont à la merci des forces de la nature, un ennemi contre lequel les soldats sont désarmés. Au cours de l'ascension, ils doivent résister aux tribus locales qui les harcèlent. Et plus ils approchent des sommets, plus le paysage est hostile et le climat rude. Les éléphants ne sont pas habitués à de telles températures. Comment ont-ils supporté le climat alpin? Les éléphants ne sont pas aussi fragiles que nous. On a récemment découvert que leur température interne peut monter ou s'abaisser d'environ 1 degré. Donc il leur faut plus de temps que nous avant de souffrir du froid. À l'aide de caméras thermiques, des chercheurs de l'université de Vienne ont observé la façon dont les éléphants réagissent au froid. À des températures proches de 0 degré, ils se refroidissent beaucoup. Mais tant qu'ils restent en mouvement, ils peuvent réguler leur température interne pour ne pas trop souffrir du froid. Le problème, quand on descend en dessous de 0, c'est les oreilles, la queue et la trompe qui peuvent geler, comme notre nez refroidi. Et les pieds souffrent également. Les soldats d'Hannibal sont dans la tourmente. Le froid, le poids de l'équipement et le terrain accidenté minent le moral des hommes. Des milliers d'entre eux vont y laisser la vie. Mais le stratège a compté avec ses pertes. C'est le prix à payer pour emprunter cette incroyable route vers Rome. Neuf jours plus tard, Hannibal a réussi. Il arrive au col avec son armée. L'Italie s'étale à ses pieds. Plus de 2000 ans après, Bill Mahany et Chris Allen se trouvent eux aussi en Italie. L'objectif est d'effectuer une série de prélèvements de l'autre côté du col de la Traversette. Ils espèrent trouver des éléments qui pourraient corroborer leur hypothèse. Lors de précédentes expéditions sur le versant italien, nous avons pu identifier une vaste zone humide. Notre hypothèse, c'est que si l'armée a fait halte à cet endroit, les chevaux étaient les mêmes. Donc si on retrouve des bactéries du genre Clostridium issues de l'intestin des chevaux, elles devraient être très similaires à celles qu'on a retrouvées du côté français. L'armée d'Hannibal comptait 37 éléphants, mais des milliers de chevaux. Les recherches se concentrent donc sur les déjections des équidés. À l'université de Belfast, Chris Allen analyse les échantillons de sol prélevés sur le versant italien du col de la Traversette. Il doit d'abord les dater, et s'ils contiennent des clostridiums, il doit déterminer si les bactéries sont issues des mêmes chevaux. Nous avons déjà pu établir que cette zone humide est plus ancienne que celle du côté français. C'est une donnée encourageante. Il faut maintenant voir ce que donnera l'analyse génétique. Le fait que les échantillons de sol correspondent à la bonne époque est un pas décisif dans la résolution de l'énigme. Hannibal a peut-être contemplé cette même vue sur la vallée du Pô il y a plus de 2200 ans. Si l'on en croit Polybe, en tout cas, c'est bien le panorama qu'a découvert le commandant carthaginois en arrivant au col. Malgré leur épuisement, cette vue a certainement provoqué chez les soldats un sentiment d'exaltation et de soulagement.
À cet instant, ils ont derrière eux 5 mois de marche et d'indicibles difficultés. Mais il reste la descente. Elle va durer plusieurs jours et coûter la vie à nombre d'hommes et de bêtes. On ne sait pas exactement combien d'éléphants sont parvenus vivants de l'autre côté des Alpes. Les sources historiques ne mentionnent plus leur présence dans la suite de la campagne d'Hannibal. L'arrivée d'Hannibal en Italie donne le véritable coup d'envoi de la Deuxième Guerre punique. Il se dirige vers le sud sans rencontrer d'obstacles, ou presque. Hannibal sort vainqueur des batailles du Tessin et de la Trébie, et il écrase les légions romaines au bord du lac Trasimène. Il conduit son armée jusqu'à la cité de Cannes, en Apulie. Là encore, il va marquer l'histoire. La bataille de Cannes est un chef-d'œuvre tactique. Elle fait toujours figure de modèle et continue d'être étudiée dans les écoles militaires. Cannes est considéré comme l'un des grands exploits militaires d'Hannibal. La bataille est à l'origine de la tactique d'encerclement, une stratégie militaire qui a fait école. L'idée, c'est de diviser les troupes en 2 ailes. Alors qu'Alexandre le Grand avait toujours une aile puissante, Hannibal a fait en sorte que les 2 le soient. La ligne du milieu recule, l'adversaire avance, et là, il est pris en tenaille par les 2 ailes. La bataille de Cannes marque un tournant dans la vie d'Hannibal. Il vient de remporter une immense victoire. Il a vaincu les puissantes légions romaines et les Romains ont eu à déplorer de terribles pertes. Mais ils ne sont pas prêts à négocier avec lui. Ils ne veulent même pas lui parler. Leur but est de s'imposer et ce n'est pas négociable. Désormais, la voie est libre. Rien ne semble pouvoir sauver Rome. Et l'expression « Hannibal ad portas », « Hannibal est à nos portes », est entrée dans la langue commune pour signifier un danger immédiat. Pourtant, Hannibal ne prendra pas la capitale. Tu sais vaincre, Hannibal, mais tu ne sais pas profiter de ta victoire. Cette phrase, l'historien Tite-Live la prête à l'un des officiers d'Hannibal. Elle montre que la décision du chef est contestée jusque dans ses propres rangs. La grande force de l'armée d'Hannibal, c'était sa cavalerie. Rome était une ville fortifiée, or on ne peut pas prendre une telle ville avec la cavalerie. L'objectif d'Hannibal n'était pas de conquérir et encore moins de détruire Rome. Il savait très bien qu'il ne disposait pas des ressources nécessaires, y compris démographiques, pour tenir cet objectif dans la durée. Rome contre Carthage. La Deuxième Guerre punique va se poursuivre pendant 15 ans sur le territoire de la République romaine. Hannibal remporte des victoires et se fait des alliés. La victoire à Carthage! Pour Carthage! Mais Rome ne cède pas d'un pouce. Elle perd des batailles, jamais la guerre. Un autre Scipion va porter le coup fatal aux Carthaginois. Il s'appelle lui aussi Publius Cornelius. On le surnommera Scipion l'Africain. Il franchit la Méditerranée et porte la guerre à Carthage. Hannibal est alors rappelé d'urgence dans cette patrie qu'il a quittée petit garçon. Scipion anéantit les forces d'Hannibal lors de la bataille de Zama et contraint Carthage à la capitulation. « 15 années durant, Hannibal a réussi à tenir en respect un adversaire plus puissant que lui. Mais il ne peut empêcher l'ascension de Rome. 50 ans plus tard, les 2 nations vont se faire face une dernière fois. La Troisième Guerre punique se soldera par la destruction de Carthage. Mais le mythe d'Hannibal a survécu.
Le nom d'Hannibal nous est familier, parce que c'est un personnage qui a accompli des exploits extraordinaires. Et même s'il a été vaincu, son nom est resté dans l'histoire. Parce que sa défaite finale n'a rien d'ordinaire, elle est grandiose. Il a été vaincu par le peuple qui était alors le plus puissant du monde. Après la défaite de Zama, Hannibal devient l'un des premiers magistrats de Carthage. La cité retrouve sa prospérité, mais isolé politiquement, il choisit l'exil. Commence alors une vie d'errance qui se terminera par son suicide 20 ans plus tard. Il est resté fidèle à ce serment qu'il aurait prononcé devant son père. Le massif alpin reste le témoin muet d'un exploit militaire qu'aucun autre chef de guerre n'a jamais tenté. Peut-être connaîtrons-nous un jour avec certitude l'itinéraire qu'il a emprunté.